Bonjour et bienvenue à Beyrouth. Bienvenue pour cet entretien avec le gouverneur de la Banque du Liban, M. Riyad Salamé. Merci de nous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Monsieur Salamé, le Liban est en cessation de paiement pour la première fois de son histoire. Il est sans gouvernement. La population traverse une crise économique terrible. Est-ce que le Liban est au fond du gouffre ou est-ce que la situation peut encore empirer ? La situation est difficile. Elle peut empirer si un gouvernement n'est pas formé rapidement, parce qu'il faut rétablir la confiance. Il y a 3 piliers pour cette confiance. La première, c'est de faire un budget qui représente moins de déficit. Il faut négocier avec les créditeurs parce qu'il y a eu de la part du gouvernement une décision de ne pas payer les dettes internationales. Deuxièmement, il y a la réforme du secteur bancaire que nous avons commencé en tant que banque centrale. Et troisièmement, il y a la parité de la livre libanaise. Nous devons sortir de ce système où il y a 3 prix et de la spéculation pour profiter des marges qu'il y a entre ces 3 prix. Tout ceci nécessite un gouvernement. Et s'il n'y a pas de gouvernement, la situation peut empirer. Et on n'est pas prêt d'avoir un gouvernement? Pas pour le moment, d'après ce qu'on voit. Alors, le Parlement a adopté fin décembre une loi qui prévoit la levée du secret bancaire pendant 1 an. Ceci devrait permettre notamment quelque chose qui est réclamé par la communauté internationale comme une des conditions pour débloquer l'aide, à savoir un audit juriscomptable de la Banque du Liban. Il y avait eu un cabinet d'audit qui avait été nommé, qui a jeté l'éponge il y a quelques semaines en affirmant que la Banque du Liban ne donnait pas toute l'information. La Banque du Liban disant « on ne peut pas, c'est le secret bancaire ». Alors une question très simple, est-ce que maintenant vous allez donner toutes les informations demandées par l'audit qui devrait avoir lieu? D'abord, je dois préciser que nous n'avons jamais été contre le audit juriscomptable. Nous avons donné les comptes de la Banque centrale en tant que tel. Là où on avait un empêchement légal, c'était le compte des tiers, c'est-à-dire le gouvernement et les banques. Et là, il fallait légalement faire une initiative pour changer la loi du secret bancaire ou la suspendre. Le Parlement l'a fait, ce qui prouve que nous avions raison, qu'il y avait une raison juridique à cela. Maintenant que c'est fait, la Banque centrale a déjà averti le gouvernement que tous les comptes des tiers, en plus des comptes de la Banque centrale qu'on avait déjà donnés, sont à la disposition du gouvernement. Le président français Emmanuel Macron est venu au Liban 2 fois. Il a critiqué de façon très virulente les élites libanaises. Il a aussi critiqué ce qu'il a appelé une pyramide de Ponzi qui avait été mise en place. Alors c'est un système dans lequel vous êtes accusé de jouer un rôle central, à savoir que la Banque du Liban, pour résumer, aurait attiré les dépôts en dollars des banques commerciales en leur offrant des taux d'intérêt extravagant et que du coup ça a été une espèce de fuite en avant et que à partir du moment où il y a eu une crise, tout s'est effondré et que vous êtes vous responsable. D'abord, je voudrais dire que nous apprécions en tant que Libanais et moi-même les initiatives du président Macron envers le Liban en ces moments difficiles. Deuxièmement, la Banque centrale, en regardant les chiffres depuis 2017 jusqu'à septembre 2020, dans ses transactions avec les banques, a rendu aux banques tous leurs dépôts ou tous les flots qu'ils avaient amenés en devises. Et en plus de ça, elle a contribué à 13 milliards de dollars d'injection dans le secteur bancaire. Là où tout le monde se trompe, c'est que les fonds qu'il y avait dans les banques, la liquidité en devises dans les banques a été essentiellement absorbée par les importations
Nous avons importé entre 2017 et 2019 pour plus de 65 milliards de dollars, ce qui est énorme pour le Liban. Et c'est la raison essentielle du manque de liquidité. Les audits qui vont se faire vont démontrer cela. Parce que quand Emmanuel Macron utilise la pyramide de Ponzi, évidemment, ça évoque Roger Madoff aux États-Unis, et donc ça veut dire quelque chose de frauduleux. Et certains vous accusent d'avoir offert ces taux extravagants à des banques, parce que ce sont des banques puissantes, contrôlées par des clans politiques puissants, et qu'il y avait une sorte de quiproquo entre les deux. Ok, je vais obtenir de l'argent pour financer le gouvernement, et en échange, je fais plaisir aux banques. Les taux d'intérêt qui ont été payés au Liban, et là les audits vont le démontrer aussi, étaient inférieurs à ceux qui étaient payés en Égypte ou en Turquie. Deuxièmement, ce n'étaient pas des taux extravagants. Non. Et les banques qui ont placé à la Banque centrale l'ont fait volontairement. Ils n'ont pas été forcés par des circulaires à le faire. Et les banques n'avaient pas tout leur placement à la Banque centrale. C'est-à-dire que les banques ont même acheté les papiers de la dette libanaise directement entre eux et le gouvernement. Et quand il y a eu le défaut de paiement, les banques libanaises avaient 14 milliards de dollars de bons de trésor qui se sont évaporés. Ce n'est pas la Banque centrale donc qui vous les a niez pris. toute responsabilité? Il n'y a aucune responsabilité. Et d'ailleurs, si la Banque centrale avait été si mal gérée, aujourd'hui, tout le pays vit sur les fonds qui sont à la Banque centrale. Il y en a combien d'ailleurs? Quelles sont les réserves? Il y a à peu près 17 milliards et demi de dollars à part l'or. Et si c'était vrai qu'il y avait du Ponzi ou du Madoff, on n'aurait pas pu tenir 1 an et 3 mois et ne pas avoir une banque qui a fait faillite, parce que la Banque centrale a pu procurer de la liquidité au système bancaire, et les importations auraient été très difficiles pour le pays s'il n'y avait pas les devises de la Banque centrale. Il n'y a pas eu de contrôle des capitaux. Donc aujourd'hui, les Libanais ne peuvent pas retirer leur argent à la banque. Ils en souffrent, ils s'en plaignent. Mais on s'est aussi aperçu que certains Libanais, peut-être bien connectés, peut-être bien placés, ont pu sortir de l'argent. Certains ont estimé qu'il y a 6 milliards de dollars qui sont sortis du Liban. Est-ce que c'est un scandale, comme le disent beaucoup, et que faire? Qu'est-ce qu'il y a eu comme sortie de fonds entre octobre Parce qu'il y en a eu. Il y en a eu. Alors que les Libanais ne peuvent pas retirer leur argent. C'était des Libanais qui les retiraient à l'époque. Oui. Donc c'est 2 milliards 600 millions de dollars qui sont sortis durant cette période, dont 1 milliard 600 pour des banques correspondantes et 1 milliard pour des Libanais. Les Libanais ont retiré durant les derniers 12 mois à peu près 30 milliards de dollars de leur compte dans les banques. Ils ont utilisé 20 milliards de dollars pour couvrir des prêts, et ils ont en liquide aujourd'hui, ici ou ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font, à peu près 10 milliards. Ce n'est pas vrai que les Libanais n'ont pas eu accès à leurs fonds. Mais vous savez que même dans les pays les plus avancés, si tout le monde veut retirer son argent, il y a une crise. Donc la peur et la panique a exaspéré la situation. Mais aujourd'hui, les Libanais ont beaucoup de mal à retirer des dollars dans les banques. C'est une vérité, alors que certains ont pu l'envoyer là où ils voulaient. C'est un scandale ou pas? Les Libanais peuvent retirer... dans des conditions très difficiles, on le sait tous, monsieur le gouverneur. Je ne suis pas là pour défendre les banques, mais il faut être réaliste. La monnaie du Liban, c'est la livre libanaise. Et quand vous voulez retirer des dollars, vous devez au préalable avoir amené des dollars au Liban. Or, comme je vous ai dit, les dollars qui ont été amenés à la Banque centrale ont été reprises par les banques. Et c'est les importations qui ont absorbé la liquidité
et pas le système dont vous parlez. Est-ce que la stabilité du taux de change, la parité entre la livre et le dollar, ça a été évidemment votre volonté pendant des années, ça a été une réalité pendant des années. Est-ce que vous la regrettez aujourd'hui? On voit bien qu'aujourd'hui, tout ça est parti en fumée. Non, je ne la regrette pas, parce que cette stabilité a permis au Liban de se développer. Et puisque vous avez cité le président Macron, il a parlé de l'âge d'or du Liban. C'était durant cette période de stabilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, il y a comme je vous ai dit, il y a ces piliers de la confiance. Il y a un projet de négociation avec le Fonds monétaire international. Il faut réunifier le prix de change. Le marché le fera. Et nous irons vers une nouvelle période de stabilité, je l'espère. Il faudra une parité ou un taux de change flottant? Ça il faut s'entendre avec le Fonds monétaire. Le taux de change sera flottant, mais il y aura des interventions pour qu'il n'y ait pas des excès. Dans un article qui est paru il y a quelques mois maintenant, il est fait état d'investissements que vous, votre famille, avez fait dans l'immobilier en Europe. Vous avez affirmé que c'était votre argent, l'argent que vous aviez gagné avant, que ça n'a rien à voir avec votre poste maintenant. Mais il y a quand même un détail qui interpelle, c'est que ces biens immobiliers seraient détenus à travers des sociétés basées au Luxembourg, au Panama. Est-ce que vous pouvez affirmer que vous ou votre famille proche ne gérez pas vos biens à travers des sociétés offshore, comme on le dit? D'abord, j'ai été le 8 avril 2020 à la télévision. J'ai démontré devant toute l'opinion publique qu'avant d'être gouverneur en 1993, j'avais un patrimoine de 23 millions de dollars et j'ai montré les documents. Et j'ai dit que j'ai confié ce patrimoine pour qu'il soit géré par des tiers dans lesquels j'ai confiance et parce que mes fonctions ne me permettent pas d'être actif. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 20 ans avant dans le secteur privé et donc c'est pas quand je suis devenu gouverneur que j'ai fait un patrimoine. Et ça, c'est important. Ça, c'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'un banquier central peut avoir des sociétés écrans pour gérer ses biens, même s'il les a gagnés? Ce ne sont pas des sociétés écrans, je regrette. Ce sont des sociétés dûment enregistrées légales avec mon propre nom comme bénéficiaire. Et il n'y a rien de caché là-dedans. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait l'article ont pu retrouver à travers les registres de commerce mon nom attaché à ces sociétés. Donc il n'y avait rien de caché et il n'y avait rien d'illégal. Et puis vous savez, quand vous êtes dans l'immobilier, les affaires dans l'immobilier se font à travers des sociétés. Ce n'est pas des affaires qui sont faites en nom propre. Donc il n'y a jamais eu un désir, comme ça a été insinué, de cacher quoi que ce soit, puisque c'est des sociétés clairement enregistrées, légales, ce n'est pas écran, et avec le système bancaire qu'il y a aujourd'hui de par le monde, les banques avec lesquelles ces sociétés traitent connaissent exactement l'identité du bénéficiaire. En conclusion, Monsieur Salamé, est-ce que vous avez l'impression, pendant des années, vous avez été admiré, on affirmait que vous étiez le sauveur du Liban au milieu du chaos politique, économique et parfois sécuritaire. Aujourd'hui, vous êtes très vivement critiqué. Est-ce que vous avez l'impression que vous servez de bouc émissaire, y compris pour certains politiques qui trouvent que c'est peut-être pratique d'accuser le gouverneur de la Banque du Liban de certains torts qui leur appartiennent aussi? Oui, je suis un bouc émissaire parce que c'est caricatural de vouloir accuser la Banque centrale de ce qui se passe aujourd'hui puisqu'elle n'a pas voix au chapitre. Nous faisons le financement et la loi nous oblige à financer,
mais nous ne faisons pas les dépenses et nous n'avons aucun pouvoir pour créer des réformes. Nous avons demandé qu'il y ait des réformes et à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas les pouvoirs nécessaires pour réaliser cela. Est-ce que vous accusez la classe politique, on sait qui c'est, de vouloir vous abandonner et de vous faire porter le chapeau, si je peux utiliser l'expression? La classe politique a intérêt à cela, évidemment. Et donc elle le fait. Il peut y avoir aussi des motifs idéologiques, il peut y avoir des motifs politiques, il peut y avoir des gens ambitieux qui veulent... il y a de tout. Dans une crise, il y a de tout. Mais cet acharnement continuel et quotidien contre la Banque centrale et son gouverneur, que ce soit dans les fonctions qu'il remplit, que ce soit à titre personnel, n'est pas accidentel. Oui, ils veulent me faire un bouc émissaire. Est-ce que vous avez songé ou est-ce que vous songez à démissionner? Je ne démissionne pas sous la pression, n'est-ce pas? Et il y a un plan que j'ai mis pour essayer, avec mes collègues à la Banque centrale, de rétablir les choses. Si vous voulez, la solution de facilité aurait été de démissionner. J'ai pris le choix d'essayer, parce que j'aime mon pays, d'essayer de mettre en place un plan de sortie de crise réaliste à un moment où il n'y a pas de gouvernement depuis 5 mois et que les négociations avec le Fonds monétaire ne peuvent pas avoir lieu. Ceci dit, je ne suis pas un homme heureux là où je suis à cause justement de cette injustice. Donc si ce plan ne marche pas ou est rejeté, est-ce que vous pourriez dire, écoutez, j'ai tout essayé, je m'en vais? On verra, mais j'espère que ça réussira. Ce n'est pas désespéré. Voilà, et vous donnez quelques mois. Exactement. Monsieur Riyad Salamé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.